Moi, je suis assis confortablement en studio. Lui, avec le décalage horaire, peut se prendre un petit verre de ce qu'il veut, finalement. Un petit verre d'eau, pourquoi pas, on est mercredi. Puis à regarder l'ascension du San Pellegrino au Giro d'Italia. Comment ça va, Jean-François Caron? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Tabarnouche, j'aime votre créneau horaire. C'est parfait. Moi, je travaille, je fais le show du matin. Il y a une étape, s'il monte le San Pellegrino, puis je suis pas capable de le regarder. C'est complètement malade. En fait, t'as manqué un lien facile. Il peut boire de la San Pellegrino en regardant San Pellegrino. Ben oui. Exactement. Alors, c'est super parce que je peux regarder les étapes du Tour d'Italie, du Tour d'Espagne, du Tour de France. Pour moi, c'est vers 5-6 heures le soir. Je peux regarder les classiques du printemps. Puis quand il y a des courses en Australie, je peux aussi les écouter, contrairement à vous autres. Ouais. Moi, je suis best place in the world. Ben oui. Mais remarque qu'un dimanche matin pluvieux comme on a eu, avec l'étape qu'on a eue, c'était assez le fun avec un café, 2 œufs et du bacon aussi. Ouais, j'avoue, mais tu vois, pour le Giro cette année, c'est la 3e semaine qui va être la plus intéressante. Là, vraiment, le Stelvio, le Gavia, c'est dans la 3e semaine. Fait que là, c'est juste une mise en bouche. Là. La semaine passée, c'était une mise en bouche. C'est plus des étapes de sprinteurs. Cette semaine, c'est plus pour des baroudeurs. Il commence à y avoir des cols de première, deuxième catégorie. Mais la semaine prochaine, là, ça va être la grosse semaine. Ça commence dimanche. Samedi, dimanche aussi, ils vont monter. Il va y avoir de l'acide lactique dans les jambes. Suivez le Giro d'Italie comme Jean-François Caron et moi. Vous allez juste avoir une vie meilleure. Puis écoute, t'as Derek G, le Canadien, qui en ce moment il est 12e du classement général, à peu près 2 minutes et demie du maillot rose. Il a fait un bon contre-la-montre hier, puis il a des bonnes capacités de grimpeur. Je pense qu'il peut facilement faire un top 10, puis il peut peut-être même rêver un top 5, voire même le podium, ouais, s'il joue bien ses cartes. Je pense que oui. Dans l'étape, je me souviens plus de l'étape de samedi ou dimanche, c'était un des seuls qui avait les jambes pour suivre les attaques qui étaient faites. C'est l'étape où on a complètement perdu le monde. C'est l'attaque où les Ineos ont pris 30-35 secondes d'avance sur le groupe Ayuso. Il était en shape, Derek G. On le voyait, il était capable de suivre Roglic puis toute la gang des Red Bull. J'ai l'impression qu'il est bon pour un top 10. Red Bull, on parle de F1? Ouais. Red Bull sont partout. Hey, on va parler d'Ukraine, on va parler de la Russie. Ça va-tu se régler avant la fin du Giro, ça, Jeff? Je penserais pas. Écoutez, Jocelyn Coulon, la semaine dernière, je discutais avec lui, puis il me disait, je suis en train de lire un livre sur les accords de paix qui ont mené à la paix au Vietnam pendant la guerre du Vietnam. Il dit, sais-tu, ça a pris combien de temps entre le début des négociations puis la ratification de l'accord de paix? Et ça a pris 5 ans. Wow! Ça a pris 5 ans, puis dans des accords de paix complexes, là, ça prend toujours du temps. Puis il dit, à un certain moment, là, les Nord-Vietnamiens puis les Américains, ils s'obstinaient sur la dimension de la table, c'est la lettre carrée ou ronde, puis qui allait avoir le droit de s'asseoir autour de la table. C'est plate à dire, là, mais je pense dans le cas du conflit russo-ukrainien, on en est à ce stade-là. Là. Puis on est surtout dans une situation... D'abord, j'ai une question. Est-ce que s'il y a de si longues négociations entre Moscou et Kiev, il y aura un cessez-le-feu? Éventuellement. Mais je pense qu'il ne peut pas y avoir de cessez-le-feu sans un accord de paix. Okay. Parce que la demande des Européens, c'était faisons un cessez-le-feu de 30 jours, mais nous, on va continuer à envoyer des armes à l'Ukraine. Mais les Russes sont pas cons, là. Ils disent, là, on va pas laisser l'Ukraine le temps de se refaire pendant un mois, alors que nous, on n'aura pas le droit de faire le moindre mouvement sur le champ de bataille. Puis en plus, c'est nous qui avons le momentum en ce moment. Donc, c'est absolument pas dans l'intérêt des Russes de signer un accord de paix à l'heure actuelle. Mais là, j'ai-tu compris que la position de l'Ukraine, c'est encore on perdra pas 1 centimètre de territoire? Oui, c'est ça. Là... C'est ce que Zelensky dit. OK. Non. Il peut pas avoir de négociation dans ce cas-là. Et d'autre part, vous avez les Russes qui, eux, demandent non seulement de conserver les territoires qu'ils ont conquis depuis 2014, mais en plus d'ajouter des territoires qu'ils n'ont pas encore conquis. Donc, dans la région de Kherson, Zaporizhzhia, ils n'ont pas complètement conquis ces oblasts-là. Fait que les deux vivent encore dans un monde des licornes. Ben oui. Okay. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'on est vraiment au début d'un long processus de négociation, comme ça a été le cas pendant la guerre du Vietnam. Tu sais, quand on en est à penser ouvertement que les chefs d'État pourraient se rencontrer en personne pour négocier en personne l'accord de paix, on rêve en couleur.
les chefs d'État, dans des accords complexes comme ceux-là, ne se rencontrent que pour signer l'accord de paix. Donc, les accords ont été négociés au préalable pendant des mois, voire même des années, par des subalternes. Donc, quand on pense que Poutine, Trump et Zelensky pourraient se rencontrer à Ankara ou à Istanbul autour de la même table, se serrer la main, puis régler tout ça en 15 minutes, c'est rêvant en couleur, là. On est à des années avant qu'il y ait un accord de cessez-le-feu puis la paix en Ukraine. Quand on regarde, quand on compare avec ce qui s'est passé au Vietnam, le parallèle, je trouve, qui est très intéressant. Puis pour que les deux parties décident là, de s'asseoir puis de dire, bon, là, on va régler ça une fois pour toutes, il faut que les deux parties aient réalisé qu'ils n'ont plus rien à gagner sur le champ de bataille. Ben, je pense que les Ukrainiens devraient réaliser qu'ils n'ont absolument plus rien à gagner sur le champ de bataille. S'ils continuent la guerre, ils vont continuer à perdre des territoires, puis ils vont continuer à avoir là, les forces vives, les gens qui peuvent bâtir l'avenir de leur pays, continuer à être tués. Donc, si les Ukrainiens faisaient preuve de réalisme et d'objectivité, eux, ils diraient, bon, c'est le temps de négocier. Mais comme je disais, les Russes, pas dans leur intérêt de négocier. Ils continuent à prendre des territoires à tous les jours. Juste l'année passée, ils ont conquis 400 km² en Ukraine. Pourquoi est-ce qu'ils s'assiraient puis ils se contenteraient de ce qu'ils ont conquis, alors qu'ils savent très bien qu'en continuant encore 6 mois, 1 an, 2 ans, ils vont pousser toujours de plus en plus vers l'ouest en direction de Kiev. Donc, pour danser, ça prend 2 personnes qui doivent être prêtes à danser. Puis les Russes, ils sont pas prêts en ce moment. Puis dans ce cas-ci, ils sont 3 à essayer de danser. Ça va être autre chose que le tango, là, parce que veut pas. Donald Trump semble vouloir faire partie, tu l'as nommé, il fait partie de la sainte trinité des négociations. C'est la trifecta. On part Poutine, Trump, Zelensky. On veut se parler, on veut se rencontrer. Mais je vais changer ma première question. Je vais la poser différemment. Est-ce que ce sera les 3 présidents des pays respectifs quand on va conclure une entente de paix? Écoute, je pense que c'est 50-50 dans le cas de Trump. En conférence de presse hier à la Maison-Blanche, il a dit que la guerre en Ukraine, c'est une question strictement européenne. Puis J.D. Vance a dit très clairement, il a laissé sous-entendre que les Américains sont peut-être prêts à quitter la table de négociation. OK. Parce qu'ils se rendent compte que ça mène à rien. Ça va s'étaler sur des mois, voire même des années. Donc, tu sais, Trump, il avait promis de régler ça d'abord en 24 heures, après ça en 100 jours. Puis là, on a dépassé le 100 jours. Lui, là, il pourrait très bien dire à son électorat, puis les gens le comprendraient. Il dit, écoutez, je sais, j'ai promis de régler ça en 1 journée, ensuite en 100 jours, mais vous êtes mes témoins. J'ai vraiment tout fait ce que je pouvais pour que les Ukrainiens, les Européens, les Russes s'assoient à la même table de négociation, puis mettent un terme à ce conflit-là. Mais clairement, ces gens-là veulent rien savoir. Ils veulent continuer à s'égorger. Bon, ben moi, j'ai vraiment tout fait. Vous m'excuserez de ne pas être en mesure de respecter ma promesse électorale, mais vous êtes mes témoins. Je ne suis pas responsable. J'ai tout fait en mon pouvoir pour que ça se fasse. Donc, on est peut-être rendu là. La seule chose, par contre, qui pourrait laisser les Américains autour de la table, c'est le fait que, vous vous souviendrez, tu sais, le fameux souper des correspondants de presse qui a eu lieu à chaque année à Washington. À l'époque d'Obama, un certain souper, il y avait Donald Trump qui était dans l'assistance. Il s'est foutu de sa gueule, il s'est moqué de lui. Puis beaucoup de personnes disent, c'est à ce moment-là que Trump a décidé de se lancer dans la course à la présidence. Donc, comme dans une espèce de compétition avec Obama, il a réussi à se faire élire, à se faire réélire, mais il y a une chose que Trump n'a pas et que Obama a reçu il y a une quinzaine d'années de ça, puis c'est le prix Nobel de la paix. Je pense que Donald Trump, la seule chose qui pourrait le laisser autour de la table de négociation, c'est la volonté, le désir, le souhait de pouvoir matcher Obama puis d'obtenir lui aussi le prix Nobel de la paix. Parce qu'on s'entend, la personne qui va régler ce conflit-là va mériter le prix Nobel de la paix. Sauf sur ces Trump, parce que... Sauf s'il s'appelle Trump. Ouais. C'est ça, parce que le Nobel de la paix, c'est souvent un prix très politique. Puis Obama, ça a été une nomination politique parce que ça faisait à peine 6 mois qu'il était président des États-Unis. Il n'avait absolument rien fait. Puis on lui a donné le prix Nobel. En 2002, on l'a donné à Jimmy Carter,
pour l'ensemble de son œuvre. On se souvient, en 2004 plutôt, on se souviendra que dans les années qui avaient précédé, c'était Bush, l'invasion de l'Afghanistan, de l'Irak. Donc le comité de Nobel voulait envoyer un message aux États-Unis. Donc c'est ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont donné le Nobel à Obama. Donc il y a cette dimension-là. Je ne sais pas si Trump en est conscient, mais je pense que c'est l'élément qui le laisse autour de la table de négociation. C'est le désir peut-être un jour de pouvoir obtenir le Nobel de la paix. C'est un vœu pieux d'espérer qu'il va y avoir une entente, mais on va surveiller ça encore au courant des prochains jours. Jeff, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus? Les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Ouais. Ben oui. Ça, c'est le genre de conflit qui... Si le président américain signe l'accord de paix, la personne autour de la table, ça pourrait être J.D. Vance, là. Il y a de fortes chances que ça soit même pas Trump, là. Mais le pape va-tu être d'un égo, lui? Ouais. C'est parce que Trump a dit qu'il était prêt là, à les recevoir toute la gang. Ouais, tu sais, le Vatican pourrait être un lieu de rencontre. Pseudo-neutre. Pseudo-neutre, mais ça voudrait dire que Poutine devrait se rendre en Italie, il pourrait faire face à un mandat d'arrêt. Alors, je pense pas que ça puisse se faire. Les négociations, je pense, vont avoir lieu en Turquie ou en Arabie Saoudite, dans un pays où Poutine n'est pas menacé d'arrestation. Ouais, c'est ça. Ouais. Hey, merci, Jeff. Je te relaisse à ta course, puis c'est un Italien qui va gagner aujourd'hui. Egan Bernal, tiens. Oh, tabarnouche, tu y vas avec un Colombien, toi. Ouais. Merveilleux. On suit ça. Je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bye.